actuellement au large de la Bretagne et donc associé à cela de la pluie, du vent et ce risque de vague submersion. D'où cette vigilance qui sur sème 20 vent et départements pluie sur le depuis hier sur une partie de Finistère, la le France et qui amène Morbihan, beaucoup d'eau du côté de sur Bordeaux la ce matin. Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. À la pointe du Finistère, l'océan commence à se déchaîner en ce début de soirée. Les prévisions de ce qui nous attend dans les prochaines heures. D'abord, pourquoi cette tempête est si exceptionnelle et inquiète à ce point? Alors, il y a deux choses. Il y a son intensité et sa précipité. Son intensité, alors sur la Bretagne, c'est inédit ou presque. On a déjà eu le cas, c'était un ouragan à l'époque, c'est un ouragan de catégorie 3 qui était qui était atterri sur la Bretagne. 30 janvier 2021, bulletin météo spécial. Tempête Justine en approche des côtes bretonnes, force 10 à 11, vent 130 à 150 km/h de vent. Houle 10 mètres, coefficient 92, marée haute à 18 heures. Je vous fais pas un schéma, mais c'est pas un temps à mettre un marin dehors. Alors 8 heures, me voilà levé, et c'est parti pour une journée qui s'annonce excitante. Comme tout le monde, je bois mon café, et puis je regarde quand même les dernières applications météo. Bah, effectivement, la tempête va bien arriver, et voilà, ça y est, me voilà tout excité. Vers midi, repas copieux, parce que mine de rien, quand on va passer la journée dans la tempête, faut être bien armé dans des conditions météo parfois compliquées. Et je jette un dernier regard par la fenêtre. Bon, bah, la lumière est plutôt toujours correcte, tout se passe toujours bien. Et puis 10 minutes plus tard, patatras, la catastrophe. Le bon crachin breton qu'on connaît tous, je vois pas à 10 mètres de chez mes voisins, et honnêtement, à ce moment-là, c'est pas un temps à mettre un photographe dehors. Alors dans ma tête, c'est un peu confus. Est-ce que je vais faire des photos? Est-ce que je sors? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et puis, au final, je me dis que bah, c'est quand même la plus grosse tempête de l'hiver, que j'y vais et qu'au pire, je ferai du noir et blanc. Alors me voilà lancé dans l'aventure. Donc je prépare mon sac, je prends mes deux appareils, je prends 5 objectifs, donc le plus lourd fait quand même 4 kilos. Je prends des cartes SD à gogo, des batteries pour recharger l'appareil photo. Et surtout, je prends un thermos de café, la base, et des vêtements étanches. Ça aussi, c'est la base du chasseur de tempête. J'ai bien étudié les applis météo, et la tempête arrive en sud-ouest avec des vents de sud-ouest et une houle de sud-ouest. C'est dans le Finistère Sud que je décide de partir. Alors je décide pas de partir n'importe où, je décide de partir à l'Esconil. Pourquoi l'Esconil? Parce qu'à l'Esconil, il y a une digue qui est parfaitement orientée pour ces conditions-là. 13h30, 1h30 plus tard, me voilà arrivé face à l'Esconil, face à la digue. Bon, il pleut, il y a du vent, il fait froid, environ 4 degrés ce jour-là, la marée est basse et il n'y a pas beaucoup de vagues. Bon, à ce moment-là, je me demande honnêtement ce que je fais ici. Et puis, en fait, après réflexion et surtout observation, je vois qu'au loin, il y a quelques éclaboussures sur une roche. Je vois que les herbes sont balayées par le vent, qu'il y a du sable qui s'envole. Et je trouve ça plutôt beau. Allez, c'est décidé, ni une ni deux, j'enfile mes habits étanches de la tête aux pieds. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai le look d'un marin qui part faire le vent des globes. Et puis, les heures passent, 14h, 15h, 16h, 17h. Ça fait 4 heures que je suis dans le froid, la pluie, le vent, et que j'attends la vague, le paysage qui va changer, la lumière, et honnêtement, à ce moment-là, il ne se passe rien. Et le pire dans tout ça, c'est que jusqu'à présent, j'ai dû faire 10 images, et qu'en plus, à ce moment-là, le thermos de café, il est vide. Et puis, à 17h30, j'en suis déjà à ma 4e averse de grêle prise sur la tête, mais celle-ci fait un peu plus mal que d'habitude, parce qu'elle fait résonner la capuche orange fluo. C'est un peu comme pour ceux qui ont des Velux, quand la pluie tombe dessus, et ben c'est exactement la même sensation. Et puis, en fait, avec l'habitude, je me rends compte que potentiellement, il peut se passer quelque chose, parce que la mer grossit et la marée monte. Et honnêtement, mon excitation monte à ce moment-là au même rythme que la marée va monter. Et puis à 18h, ça y est, la houle est rentrée, le vent forcit, et là, à ce moment-là, les vagues s'envolent, viennent fracasser la digue, et voilà, je mitraille dans tous les sens, je passe en quelques minutes de 10 images à plus de 2000 images sur les cartes mémoire. Et puis il y a cette vague que je vois arriver d'un peu plus loin sur l'horizon et que je vais suivre avec mon appareil photo, et qui va venir s'enrouler parfaitement pour aller fracasser la digue avec... dans un fracas assourdissant. Honnêtement, c'est un bruit que moi j'entends au moment de l'impact de la vague. Et en fait, cette vague, elle va s'envoler très haut dans le ciel et va mesurer, selon moi, entre 30 et 40 mètres. Dans cette vague, en fait, les gens verront le visage de Poséidon. Et cette vague fera en quelques heures le tour des réseaux sociaux et le tour du monde des réseaux sociaux. Et quelques jours plus tard, elle fera également le tour du monde de la presse internationale.
À ce moment-là, je découvre l'expression faire le buzz, et j'étais pas conscient honnêtement que cette vague allait tant changer ma vie. Alors, cette vague qui m'a tant fasciné sur le moment et cette tempête, elle a été pour beaucoup d'entre vous, je pense, synonyme de perte, de drame et à la fois un peu de peur. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre la tempête Ciarán, dont tout le monde se rappelle parce qu'en Bretagne, je vous rappelle, les vagues mesurées au large d'Ouessant étaient de 25 mètres et les vents étaient plus de 207 km/h à la pointe du Raz, avec notamment un anémomètre qui a cassé et donc on ne pouvait pas mesurer plus haut. Et bien ce jour-là, moi je m'envolais en hélicoptère au petit matin pour aller capturer des images de Belle-Île jusqu'en mer d'Iroise, de phares engloutis sous les vagues et notamment du remorqueur Abeille Bourbon qui lui disparaissait complètement sous les vagues. Alors là notamment on voit le phare du four derrière moi ou encore le phare de Thévenec et là on est vraiment en hélicoptère sous le niveau de la mer. Donc une personne présente dans la salle à qui je montrais mes photos lors d'une exposition aux Fêtes maritimes de Brest. J'étais en train de lui montrer justement ces photos de l'Abeille Bourbon. Et je lui ai raconté à quel point ce jour-là de la tempête Ciarán, moi c'était mon meilleur souvenir et j'étais ravi d'avoir pu faire ces images. Et puis cette personne m'a regardé bizarrement et m'a dit moi c'est un peu mon pire souvenir de l'année. Ouh là là, je vous cache pas le petit moment de malaise. Et puis en fait, ce que je peux pas oublier, en fait, c'est que derrière la beauté de mes images, en fait, il se cache souvent de véritables tragédies. Je vais prendre l'exemple notamment des agriculteurs qui ont perdu leur récolte, qui ont vu leur ferme s'envoler, des pêcheurs qui ont vu leur voilier disparaître sous les vagues et couler. Je vais prendre le cas de familles qui ont été meurtries ou de maisons qui ont été inondées. Alors ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai toujours en tête. Voilà. Derrière chaque tempête, chaque fois que moi je trouve du beau, il y a parfois de véritables tragédies qui se cachent derrière. Une reconnaissance particulière de cette dualité entre le beau et le tragique, ça a été en cette fin d'année 2021, quand ma photo de Poséidon a été reconnue parmi les 10 images marquantes de l'année au journal télévisé de France 2. Et parmi ces 10 images marquantes, il y avait notamment une image de réfugiés qui traversent la Méditerranée et qui, au péril de... Donc voilà, c'est l'image qui est derrière moi. Et en fait, cette image a été capturée par l'association SOS Méditerranée. Et sur cette image, en fait, on voit des hommes, des femmes, des enfants qui sont entassés sur des embarcations de fortune et qui luttent pour leur survie. Alors, ces images sont à la fois belles et déchirantes. Elle capture l'essence de l'humanité dans sa lutte pour la survie. Et personnellement, c'est des images qui m'ont beaucoup marqué. J'aurais pu vous montrer, d'ailleurs je vais vous la montrer, une autre image, celle des images, une image que vous avez peut-être pu voir à la Gacilly, une image du photographe Matthew Abbott avec un paysage en flammes, des maisons réduites en cendres, et un kangourou en fait au milieu de l'image avec la faune qui fuit ces incendies. Donc à la fois, ces images sont apocalyptiques, mais à la fois elles sont captivantes. Je vais arrêter de vous déprimer et je vais prendre un dernier exemple en fait un peu moins dramatique dans le contexte récent des Jeux Olympiques. Et moi personnellement, les photos qui me prennent aux tripes, c'est les photos des sportifs qui ont perdu. En fait, parce qu'on peut voir sur leur visage notamment de la déception, de la détresse. Notamment ici derrière moi la photo de la judokate Uta Abe, qui, championne olympique en titre, a tenu 30 secondes sur le tatami avant de perdre aux Jeux Olympiques de Paris, alors qu'elle est numéro 1 mondiale et elle espérait conserver son titre. Donc pour moi, ça c'est une photo impactante parce qu'elle est à la fois belle et émouvante. Alors fini pour la déprime. Le beau et le tragique, c'est pas uniquement la beauté d'une photo, c'est pas uniquement dans le beau et dans le tragique, mais c'est aussi dans la splendeur de la nature. Je vais vous faire une confidence. J'ai été beaucoup peut-être influencé par les documentaires et les émissions type Thalassa ou encore Planète Océan de Yann Arthus Bertrand ou Océan de Jacques Perrin. Mais mon rêve a toujours été d'aller nager avec les tortues et si possible de faire des images. Et bien figurez-vous que j'ai vécu un moment encore plus intense que ça à 10 minutes de la maison. En juin dernier, je travaillais pour l'Office français de la biodiversité et le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, et je partais en mer d'Iroise pour capturer la beauté des fonds marins. À cette occasion, j'ai rencontré en plongée un phoque.
Donc vous avez les images derrière. Et en fait, cette rencontre m'aura marqué. On est resté là à se regarder tous les deux comme deux vieux amis qui se retrouvent après s'être perdus de vue. Sauf que moi, ce phoque, je ne l'avais jamais vu, lui, il ne m'avait jamais vu, et si ça se trouve, c'était la première fois qu'il voyait un plongeur de sa vie. Alors il s'est installé une certaine complicité, on a commencé à presque jouer ensemble, il est venu voir mon appareil photo, et puis il est même venu me mordiller les palmes, mordiller les mollets. Bon, c'est quand même un animal de 350 kg, donc en plus avec la déformation de l'eau, il paraissait vraiment très gros. Et en fait, de cette rencontre, il en ressort une image qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui symbolise ce moment de rencontre avec l'animal. C'est ce regard perçant du phoque qui se cache dans les Immentales, à ces énormes algues spaghettis de la mer d'Iroise. Et il y a le regard perçant, c'est minimaliste, c'est pur, et on va directement à l'essentiel, on va droit à l'émotion. Pour moi, c'est ça la photo. Alors au-delà de la splendeur de la nature, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, et ça va vous parler à beaucoup d'entre vous, c'est la beauté de la Bretagne. Il y a quelques semaines, je lisais que le GR34, donc le sentier côtier qui fait tout le tour de la Bretagne, mesurait 2000 km, et qu'un bon marcheur mettait 3 mois pour le parcourir. Et ben moi, à ce moment-là, je me suis demandé combien de temps il me faudrait si je m'arrêtais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse sur ce sentier pour le photographier. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me faudrait peut-être plusieurs années, plusieurs décennies, même peut-être une vie. Et vraiment, c'est ce qui va me passionner dans la photo, dans la Bretagne. Chaque coin, chaque roche, chaque lumière, chaque tempête est différente. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, j'ai adoré naviguer auprès des mythiques Penduic, Mariquita et Moonbeam récemment pour la Bresse Finistère classique et les photographier, notamment avec cette image où on voit le voilier et son ombre que je trouve extrêmement graphique. J'ai adoré aussi récemment photographier des aurores boréales, que ce soit à Saint-Malo ou au Mont-Saint-Michel. Donc pas de polémique, le Mont-Saint-Michel est en Normandie, là c'est bon. J'évacue le sujet, mais voilà, j'étais très très près du Couesnon et vraiment capturer ce spectacle céleste était vraiment magique et j'ai pris un plaisir fou parce que pour une fois, contrairement à ce qui se passe d'habitude, c'est que c'était complètement observable à l'œil nu. J'ai adoré également photographier et mettre en avant des marins dans un projet d'Humains dans la tempête avec des marins de la SNSM, des hélicoptères de l'Envéoc et des marins de l'Abbaye Bourbon. Et en fait, j'ai trouvé une autre forme de beauté dans ces images, une beauté qui met en avant ces marins qui vont sauver la vie des autres au péril de la leur. Et vraiment, c'est une beauté de bravoure et de dévouement. J'ai également en fait adoré photographier et percer la brume en bateau pour aller photographier un cormoran isolé sur son rocher avec une image simple, épurée et graphique, et cette fois-ci en noir et blanc. Et puis, dans un dernier temps, j'ai adoré m'envoler au-dessus de l'archipel de Molène pour photographier ces voiles avirons en fait, qui étaient de passage et qui, à la base, n'avaient pas du tout prévu s'arrêter à Molène, mais étant donné qu'il n'y avait pas de vent ce jour-là, ce qui arrive très peu en mer d'Iroise, eh bien, ils se sont arrêtés à Molène et ils sont passés au-dessus des chandales que moi je capturais, ce qui en donne une image graphique et féerique. Alors mon métier, c'est la façon dont je le vois, c'est de révéler l'émotion à tous les amoureux de la nature et à tous les amoureux de la Bretagne. On me dit souvent que les paysages que je capture vont parler aux gens. En fait, ça réveille en vous des souvenirs, ça réveille en vous des émotions, des moments intimes de votre enfance, des vacances passées au bord de la mer. Voilà, c'est tout ce que moi je cherche à travers mon métier à faire ressentir. Et puis il y a une partie, en fait, pour moi, la photographie, c'est à la fois allier les souvenirs, les émotions, et puis faire travailler votre imagination à tous. Et l'imagination, la façon dont je la vois, c'est le point crucial de mon travail. En effet, si je vous propose une photo du Finistère Nord, avec, là c'est le moment imagination, n'hésitez pas à fermer les yeux et y penser, et si je vous propose une image du Finistère Nord avec un ciel bleu, ça n'arrive pas souvent, je vous l'accorde, avec une belle plage de sable fin et des eaux turquoises, eh ben, je veux que vous imaginiez le soleil vous réchauffer le visage et les pieds glacés par la température de l'eau. Si je vous remontre l'image du phoque, eh ben, je veux que vous imaginiez le discours qui a pu avoir entre lui et moi, ce que lui ressentait, ce qui se passait dans sa tête, ce qui se passait dans ma tête. Si je vous montre une photo d'un phare englouti sous les flots, par exemple le phare de la Jument en mer d'Iroise, eh ben, je veux que vous imaginiez le quotidien des gardiens de phare à ce moment-là, et que vous entendiez l'eau ruisseler sur le long du phare. Et si je vous montre une photo avec je sais pas, une magnifique lumière, un ciel noir de la baie de Saint-Brieuc ou de la côte de Granit Rose,
eh ben, je veux que vous imaginiez en fait la pluie arriver sur vous, et que si jamais il y a un rayon de lumière, eh ben, peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel. Et si en plus vous allez plus loin dans ma démarche photographique, vous allez peut-être vous imaginer que je vais rester sur place pour capturer l'arc-en-ciel, mais que derrière je prendrai encore une nouvelle fois la grêle sur les oreilles, et que je courrai sur le sentier côtier avec 15 kg de matériel sur le dos. Et pour terminer cette phase d'imagination, je vais prendre une photo de vague. Une photo de vague, en fait, que je présente souvent dans mes expositions, et notamment celles qui ont tourné cet été. Et en fait, sur cette image, j'adore prendre un peu de recul. Donc les gens ne me connaissent pas du tout, je prends du recul et j'écoute ce qu'eux pensent quand ils voient la photo. Et c'est là que la phase d'imagination commence. Quand j'entends « Ah, on dirait une montagne », bon, déjà chouette, j'ai réussi mon job, ils arrivent à imaginer des choses. Il y a un petit garçon qui passe, il me dit « Mais c'est une molaire, c'est une dent ». Bon, chacun son imagination. Et puis alors après, il y a 2 autres personnes qui rentrent dans la salle et qui sont en train de débattre sur la hauteur de la vague. Elle fait 2 mètres, oh, peut-être elle fait 20 mètres, non, elle doit être très grosse. Et bien là, moi j'ai réussi mon travail de photographe. Parce que j'ai fait travailler l'imagination des gens qui vont voir mes images. Alors pour moi, la photographie, c'est je vais figer un instant, je vais vous le fournir, et c'est à votre imagination d'écrire la suite de l'histoire. Alors pour terminer, la prochaine fois que vous verrez une de mes photos, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas uniquement d'un lieu, mais qu'il s'agit d'un souvenir, d'une émotion et d'une histoire qui vous convient de partager et d'écrire à votre façon. Je vous remercie.